Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui microbiologie. La microbiologie, comme on le sait, est une sous-section de la biologie et qui s'intéresse aux micro-organismes. Étant donné la diversité des micro-organismes, ceci a engendré également différentes branches de la microbiologie. Avant d'aller vers les branches de la microbiologie, on va parler un peu d'histoire. L'histoire a commencé avec un personnage commerçant de tissus et qui s'appelle Van Leeuwenhoek, un Néerlandais qui avait besoin d'examiner en profondeur les tissus qu'il achète et pour cela, il a bricolé des lentilles pour montrer et évaluer cette structure. En pensant, en travaillant ces lentilles, il a fait un test sur de l'eau un peu trouble et c'est là qu'il a vu un certain nombre de particules qui sont devenues par la suite des micro-organismes. Arrive par la suite la période de Louis Pasteur, 1822 à 1895, et puis de Robert Koch, de 1843 à 1910. Ces deux personnes, particulièrement Louis Pasteur, c'est lui qui a démontré que les micro-organismes étaient responsables de la fermentation et ils étaient aussi responsables de la décomposition de la matière organique. Il avait aussi démontré que les maladies étaient dues à des microbes et il a contribué au développement du vaccin, particulièrement le vaccin contre la rage, lançant ainsi les bases de l'immunologie moderne. Quant à Robert Koch, c'est lui qui avait défini qu'une maladie égale à un microbe, donc c'est un microbe qui provoque la maladie, et il a beaucoup développé sur les techniques de rigoureuses d'identification des micro-organismes pathogènes. Arrive par la suite l'ère ou la période des antibiotiques par la découverte d'Alexander Fleming en 1920, où il a découvert la pénicilline produite par un champignon qui s'appelle Penicillium chrysogenum, qui a été identifié par la suite. Cette pénicilline, aujourd'hui, elle fait partie d'un groupe de 10 groupes de bêta-lactams très très important pour soigner les infections. Cette découverte a ouvert le champ à la découverte d'autres molécules et également à la découverte aussi au développement de la physiologie, de la biologie et également de la génétique des micro-organismes. Par la suite, arrive par la suite l'ère moderne par la découverte de Watson, la découverte de la ADN au double hélice, qui a ouvert la voie au développement de la biologie moléculaire moderne, du génie génétique et également de la génomique, la transcriptomique et le métabolomique. Lorsqu'on cherche à classer la microbiologie selon différentes branches, tout dépend du regard et de la zone par laquelle on regarde les choses. Si on regarde en fonction des micro-organismes étudiés et en allant du plus petit vers le plus grand, on va commencer par la virologie et qui s'intéresse aux prions, aux viroïdes et aux virus. Prion, c'est une simple protéine de 35 000 daltons. Le viroïde, c'est une simple molécule d'acide ribonucléique sans enveloppe protéique. Et le virus, un petit peu plus compliqué, qui fait 25 à 300 nanomètres et qui est constitué d'un ADN et également d'une enveloppe protéique. Cette branche étudie l'interaction entre les virus et l'eau et les pathologies qu'elles provoquent. Nous avons également, en regardant un peu plus grand, la bactériologie qui s'intéresse aux bactéries qui font de 0,2 à 10 micromètres. Et également là, cette branche étudie le micro-organisme, son environnement et son identification, sa croissance, etc. Arrive par la suite la mycologie qui s'intéresse aux champignons, y compris les levures et les moisissures, qui font de 5 à 10 microns. Par la suite, la phycologie qui s'intéresse donc aux algues unicellulaires qui font de 10 à 50 microns. Et pour finir, la parasitologie qui s'intéresse donc les protozoaires qui sont des
des organismes unicellulaires et qui font de 1 à 150 micromètres. Si on regarde par le domaine d'application, là, on va voir différentes microbiologies, mais la microbiologie alimentaire, et qui, elle va s'intéresser à tous les micro-organismes qui se trouvent dans une matrice ou dans un écosystème et qui est le produit alimentaire ou la matière première permettant la production de ce produit alimentaire. Évidemment, ça contribue à l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments. Nous avons également la microbiologie industrielle et qui va s'intéresser aux micro-organismes et ses capacités à faire un service, un bien commercial. Ça peut être la production d'un antibiotique, la production d'un acide aminé, la bioremédiation ou autre. La microbiologie médicale, elle, s'intéresse aussi à tous les micro-organismes d'interaction avec l'autre, qui est l'humain, et les pathologies que ça provoque. La microbiologie agricole, euh, qui va s'intéresser à l'écosystème qui sera le sol, la plante et l'animal, et les micro-organismes en relation avec, bien sûr, ces hôtes et les pathologies que ça provoque. Et puis, la microbiologie de l'environnement, c'est l'étude du micro-organisme, un ensemble de micro-organismes complexes dans leur écosystème et qui sera le sol, l'eau et l'air, et évidemment s'intéresser au cycle biogéochimique. Évidemment, il y a une interaction entre ces différentes branches. Essayons de regarder maintenant chaque branche, ce qui se fait, quels sont les micro-organismes, quels sont les domaines d'investigation et quelles sont les recherches qui se font à ce niveau-là. Pour la microbiologie alimentaire, les micro-organismes concernés peuvent être des bactéries, des champignons, des levures et des virus, du moment qu'ils se trouvent dans une matrice et qui seront le produit alimentaire. Ces catégories de micro-organismes, et particulièrement les bactéries et les champignons, on va les classer selon trois catégories importantes. Nous avons des micro-organismes bénéfiques qui vont apporter une plus-value pour le produit alimentaire et une plus-value également pour la santé humaine. Nous avons les micro-organismes dits pathogènes tels que Salmonella, Escherichia coli, Listeria et autres, et eux, ils sont à éradiquer totalement à partir d'un produit alimentaire avant sa consommation par l'homme. Si l'homme est infecté par ces micro-organismes, on va basculer vers la microbiologie médicale et à ce moment-là, les chercheurs ou les gens qui travaillent à ce niveau-là regardent la pathologie provoquée. Et puis, il y a la troisième catégorie qui sont les micro-organismes indésirables. Ces micro-organismes, s'ils sont consommés par l'humain, ils ne provoquent pas de pathologie grave, mais par contre, ils contribuent fortement à la dégradation de la qualité nutritionnelle et la qualité commerciale du produit alimentaire. Donc, ils sont à surveiller, ils sont à réduire également. Les domaines d'investigation en microbiologie alimentaire vont toucher l'étude des techniques de conservation des produits alimentaires en relation avec les micro-organismes, de telle manière à pouvoir les contrôler. Nous avons une sous-branche qui s'ajoute aussi à la microbiologie prédictive et qui est l'étude ou l'établissement des modèles afin de faire des prédictions en fonction des paramètres chimiques, des prédictions pour le devenir, le devenir du micro-organisme dans ces conditions. Et puis nous avons aussi les fermentations alimentaires avec les micro-organismes bénéfiques qu'on va appeler, s'ils apportent un intérêt pour l'homme, qu'on va appeler probiotiques et qui vont contribuer également à la gestion, au contrôle et à la gestion des micro-organismes pathogènes ou pas pathogènes. Donc tout ceci va permettre de contrôler ces pathogènes et germes indésirables. En plus des plans de surveillance à l'échelle nationale, tout ceci contribue à la sécurité sanitaire des aliments. Les fermentations, quant à elles, vont évidemment contrôler la présence des pathogènes et des allergènes. En plus de ça, elle va apporter une touche supplémentaire au niveau de la typicité des produits, donc la fabrication des terroirs liés à un microbiote bien déterminé. Tout ceci aussi, en plus de la qualité nutritionnelle, gustative, contribue à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Au niveau recherche-développement, c'est évidemment comprendre le fonctionnement de ces micro-organismes en relation avec la sécurité sanitaire des aliments,
développer des procédés de fermentation afin d'apporter des probiotiques dans ces produits alimentaires pour la santé humaine, et puis l'innovation des nouveaux produits alimentaires. La microbiologie médicale, elle s'intéresse à un ensemble de micro-organismes et qui sont donc en relation avec la santé humaine. La catégorie des micro-organismes, on va trouver des bactéries pathogènes, Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, Mycobacterium, Listeria, Salmonella. On peut citer tout un ensemble de micro-organismes qui vont évidemment provoquer tout un ensemble de pathologies. On va trouver également des champignons, et particulièrement Candida et Aspergillus, qui peuvent provoquer des choses graves chez les personnes immunodéprimées. Et l'étude aussi des parasites, on a un certain nombre de parasites, on peut penser au paludisme par exemple, responsable par un plasmodium, et qui peut provoquer des dégâts chez l'être humain. Et puis pour finir les virus, on l'a vu à travers la crise du Covid, et il y a tout un ensemble de virus qui peuvent provoquer donc un certain nombre de dégâts chez l'humain. Les personnes concernées, les domaines d'investigation vont du diagnostic des infections, d'abord pour comprendre ce qui se passe, la culture de ces micro-organismes, l'identification, les études physiologiques pour comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mécanismes et les modes d'action, et puis aussi les tests de sensibilité vis-à-vis des antibiotiques existants, et le développement des techniques de biologie moléculaire, à la fois pour les études physiologiques et à la fois pour les identifications et le diagnostic. Parmi les domaines d'investigation, c'est le traitement aussi des infections, par l'usage des antibiotiques qui existent ou bien de nouvelles molécules qui vont arriver. L'utilisation aussi des antiviraux et des antifongiques si on s'attaque à des virus et des champignons. On sait très bien la problématique principale de ces antibiotiques aujourd'hui, c'est la résistance des bactéries pathogènes aux antibiotiques. Vous prenez le cas d'une clinique ou bien d'un hôpital dans lequel on fait beaucoup de traitements par les antibiotiques, on arrive à un moment donné à avoir un micro-environnement bactérien dans cette clinique, dont la totalité des bactéries sont résistants à toutes les molécules d'antibiotiques connues. Et ça fait des dégâts au niveau des malades, même ceux qui ne sont pas infectés par un micro-organisme donné. C'est la raison pour laquelle les chercheurs continuent à chercher des nouvelles molécules fonctionnant avec des modes d'action totalement différents par rapport aux anciens. Un autre domaine d'investigation, c'est la prévention des maladies, et qui passe entre autres par la recherche sur les vaccins, le développement des vaccins. Au niveau recherche, évidemment, c'est le développement de nouvelles thérapies. Donc, les approches thérapiques, une nouvelle approche thérapeutique peuvent aller de la découverte d'une nouvelle molécule antibiotique, antifongique, antivirale, à même l'utilisation d'un certain nombre de phages ou bien de virus et qui sont capables de détruire les bactéries pathogènes. L'immunothérapie est une approche. L'étude du microbiome intestinal, entre autres chez l'homme, permet également d'avoir un microbiome équilibré et qui améliore la santé de l'homme. Vous savez que le microbiome, c'est un équilibre entre des bactéries bénéfiques et des mauvaises bactéries, et lorsqu'on a un déséquilibre vers les micro-organismes, les mauvais micro-organismes, nous avons ce qu'on appelle la dysbiose. Et cette dysbiose peut manifester un certain nombre de choses au niveau du cerveau, au niveau des poumons, au niveau du foie, au niveau du corps. Les études épidémiologiques ne sont pas obligées, car il s'agit de savoir, de connaître la distribution de la maladie et des micro-organismes et les déterminants de ces infections dans les différentes populations à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale. Tout ceci va aider les pouvoirs publics à élaborer des stratégies de santé publique. La microbiologie industrielle, quant à elle, s'intéresse à tous les micro-organismes qui sont capables d'apporter un plus, qui ont une capacité de produire un bien ou bien un service. On va trouver donc, au niveau des applications, la microbiologie industrielle s'intéresse aux fermentations alimentaires. Tout ce qui est dérivé du produit du lait, sont des fermentations alimentaires. La production du pain, c'est de la fermentation alimentaire. La production
de la bière, des vins ou bien la conservation des olives, c'est également des fermentations alimentaires. Donc, ces fermentations alimentaires vont, l'innovation au niveau des micro-organismes peut innover pour faire sortir un produit nouveau, un produit typé qui a des caractéristiques bien déterminées. La diversité des fromages fait à partir du lait cru vient de la diversité microbienne des terroirs, des territoires. La bioconservation n'est pas oubliée dans la fermentation alimentaire, étant donné que cette fermentation, les micro-organismes permettent de contrôler, de détruire les micro-organismes pathogènes et de contrôler la population des micro-organismes indésirables. Les biotechnologies, d'une façon globale, qui vont aller de la production des biocarburants à l'usage des enzymes à l'échelle industrielle, c'est un domaine d'investigation de la microbiologie industrielle. N'oublions pas que la recherche des enzymes d'intérêt va en termes d'application de l'agroalimentaire vers, par exemple, le textile, vers la, la production des enzymes qui vont dériver des molécules antibiotiques vers une autre molécule antibiotique. L'environnement est un domaine aussi intéressant pour la biologie industrielle, puisqu'on va rechercher des micro-organismes présentant un intérêt pour faire, par exemple, de la bioremédiation. Je rappelle que la bioremédiation, c'est la dépollution d'un sol in situ, un sol contaminé in situ. N'oublions pas aussi le traitement des déchets. La production du biocompost à partir de la matière végétale est quelque chose de très intéressant pour l'agriculture. Donc, améliorer ces procédés est quelque chose d'intéressant. Les stations d'épuration des eaux en sortie des zones urbaines est quelque chose qui est très important et qui devient de plus en plus important avec la crise de l'eau actuelle. Donc, dégrader la matière organique pour régénérer de l'eau relativement propre, voire carrément propre par voie microbienne est quelque chose de très intéressant. C'est un domaine très, très important. Le domaine pharmaceutique et la production des médicaments est quelque chose de très important. La production des antibiotiques est à majorité produite par des micro-organismes et la production des vaccins se fait aussi par le biais des micro-organismes et la biologie, la microbiologie industrielle. Voilà, quelles sont les recherches développement? Évidemment, c'est dans tous ces domaines-là, en recherchant à améliorer les anciens procédés, à proposer des nouveaux procédés, à améliorer des souches et également des études génomiques et physiologiques, parce qu'avec ce qu'on appelle aujourd'hui les outils les omiques, métabolomiques, génomiques, transcriptomiques, etc., qui permettent de comprendre globalement ce qui se passe à l'intérieur de la cellule en la considérant comme une usine cellulaire. La microbiologie agricole, elle va s'intéresser aux animaux, donc on a la microbiologie vétérinaire, la microbiologie du sol et la phytopathologie, dans laquelle on va s'intéresser à la santé du sol par la présence des bactéries, des champignons et des protozoaires qui vont participer à la dégradation et au recyclage de la matière organique en élaborant le sol à la formation de l'humus et en augmentant la fertilité du sol pour les plantes. Bien sûr, avec la décomposition de la matière organique. On va s'intéresser également à l'interaction entre les organismes et dans ce cas-là, on est dans la biofertilisation et on est aussi dans la phytopathologie. J'ai cité ici deux exemples pour les biofertilisants. Les mycorhizes qui sont des champignons et qui vont interagir avec la racine de la plante, mais qui vont se propager partout dans le sol en ramenant les nutriments des distances assez éloignées vers la plante, donc ils vont contribuer au développement de la plante. Et le rhizobium, il est connu depuis longtemps comme un fixateur d'azote, auquel cas il va capter de l'azote de l'air et il va le transformer en engrais azoté pour la plante. Et puis, l'étude des pathogènes avec les plantes, on est dans la phytopathologie, et l'étude aussi des pathogènes avec l'animal. Les applications pratiques, c'est la production des biofertilisants et les biopesticides, et tout ceci pour la santé de la plante. La santé aussi des plantes passe par l'étude des champignons, des virus et des bactéries qui causent des maladies.
et voir leur effet et le mode d'action pour détruire les plantes, le développement des diagnostics de ces pathologies et ces micro-organismes, et le développement également des méthodes de traitement. Tout ceci pour aboutir à des systèmes agricoles durables dans l'agriculture biologique et la restauration des écosystèmes pour une bonne agriculture d'une façon globale. En termes de recherche, la sélection de nouvelles souches bien étudiées avec les techniques modernes pour les propriétés biofertilisantes et pour les propriétés biopesticides. Et ceci va aider évidemment pour la sécurité alimentaire d'une façon globale, avec le développement de micro-organismes qui luttent contre le stress des plantes, avec les changements de température qu'on observe, et le rôle de micro-organismes dans les pratiques agricoles durables, de telle manière à établir un système alimentaire résilient par le biais de cette microbiologie agricole. Pour finir, nous avons la microbiologie environnementale qui va étudier le micro-organisme, quelle que soit sa nature dans son milieu. Et à ce moment-là, on va s'intéresser à la décomposition des matières et des minéraux, et particulièrement au cycle biogéochimique, dans lequel on a le cycle du carbone, de l'azote, du phosphore et du soufre, etc. En termes d'application, on va parler de la biorémédiation, on va parler de la dépollution et on va parler aussi de développement de tout un ensemble de techniques de biorémédiation. Le microbiome, l'étude du microbiome des écosystèmes est très très important pour l'écologie microbienne et pour la santé des écosystèmes. Qui dit un écosystème sain dit aussi des plantes saines, dit des animaux sains, dit des poissons sains, etc. Et puis, pour finir, le développement aussi des techniques pour étudier l'impact de l'activité humaine et de la pollution ainsi que le changement climatique sur le microbiote des écosystèmes. Au niveau innovation-recherche, c'est évidemment l'utilisation des méthodes modernes aujourd'hui pour étudier les micro-organismes sur place. Je prends par exemple le cas de la métagénomique qui permet d'évaluer la présence d'un micro-organisme et de même de quantifier la présence de ce micro-organisme, même si on est incapable de le cultiver au sein d'un laboratoire. Beaucoup de micro-organismes, les chercheurs ne sont pas capables de les cultiver parce qu'on ne connaît pas encore leurs contraintes et leurs conditions de vie. Et ces méthodes modernes permettent de les évaluer malgré tout. Donc tout ceci, c'est pour bien comprendre des phénomènes complexes dans des écosystèmes complexes. Ainsi, on arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle on parlera des choses un petit peu plus en détail.